Bienvenue à tous sur Ergo Lego. Est-ce que vous aimez voyager ? On dit souvent que les livres servent à voyager, et on peut voyager, ça tombe bien, avec les Mille et une nuits au Moyen-Orient, grâce au personnage de Scheherazade. Mais on peut aussi voyager tout autour de la Terre, grâce au Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, que vous connaissez peut-être. D'ailleurs, Jules Verne, c'est un écrivain originaire de la ville de Nantes, qui n'a jamais quitté sa ville de toute sa vie. Comme quoi, on peut écrire aussi de façon écologique et économique sans bouger de sa ville. Les possibilités de se déplacer en pensée sont illimitées dans la littérature, tout comme dans les films. Alors aller loin, c'est très bien, mais est-ce que vous connaissez la Franche-Comté ? Cette région française, qui est située à la frontière suisse, et qui n'a pas de lien malgré son nom avec la comté, que connaissent bien les fans du Seigneur des Anneaux. Mais par contre, elle a bien un lien avec le comté. Donc la Franche-Comté, généralement, ça fait saliver les gourmets. Il faut savoir que le comté, c'est le fromage le plus apprécié en France. Et alors, quel lien entre la Franche-Comté et la littérature, me direz-vous ? Eh bien, à la fin de l'année 1830, paraît un roman intitulé « Le rouge et le noir », qui a été écrit par Henry Bayle, alias Stendhal. Et le premier chapitre de ce roman emmène découvrir la Franche-Comté, plus précisément la ville de Verrières, qui servira de décor à la première partie de l'histoire. Allez, bon voyage ! La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Ces maisons blanches, avec leurs toits pointus de tuiles rouges, s'étendent sur la pente d'une colline dont des touffes de vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités. Le Doubs coule à quelques centaines de pieds au-dessous de ces fortifications bâties jadis par les Espagnols et maintenant ruinées. Verrières est abritée du côté du nord par une haute montagne, c'est une des branches du Jura. Les cimes brisées du Véra se couvrent de neige dès les premiers froids d'octobre. Un torrent qui se précipite de la montagne traverse Verrières avant de se jeter dans le Doubs et donne le mouvement à un grand nombre de scies à bois. C'est une industrie fort simple et qui procure un certain bien-être à la majeure partie des habitants plus paysans que bourgeois. Ce ne sont pas cependant les scies à bois qui ont enrichi cette petite ville. C'est à la fabrique des toiles peintes, dites de Mulhouse, que l'on doit l'aisance générale qui, depuis la chute de Napoléon, a fait rebâtir les façades de presque toutes les maisons de Verrières. À peine entre-t-on dans la ville que l'on est étourdi par le fracas d'une machine bruyante et terrible en apparence. 20 marteaux pesants et retombant avec un bruit qui fait trembler le pavé sont élevés par une roue que l'eau du torrent fait mouvoir. Chacun de ces marteaux fabrique chaque jour je ne sais combien de milliers de clous. Ce sont de jeunes filles fraîches et jolies qui présentent au cou de ces marteaux énormes les petits morceaux de fer qui sont rapidement transformés en clous. Ce travail, si rude en apparence, est un de ceux qui étonnent le plus le voyageur qui pénètre pour la première fois dans les montagnes qui séparent la France de l'Helvétie. Si en entrant à Verrières, le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens qui montent de la grande rue, on lui répond avec un accent traînard « Eh, elle est à monsieur le maire !» Pour peu que le voyageur s'arrête quelques instants sur cette grande rue de Verrières, qui va en montant depuis la rive du Doubs jusque vers le sommet de la colline, il y a 100 à parier contre un qu'il verra paraître un grand homme à l'air affairé et important. À son aspect, tous les chapeaux se lèvent rapidement. Ses cheveux sont grisonnants et il est vêtu de gris. Il est chevalier de plusieurs ordres, il a un grand front, un nez aquilin, et au total, sa figure ne manque pas d'une certaine régularité. On trouve même, au premier aspect, qu'elle réunit à la dignité du maire de village cette sorte d'agrément qui peut encore se rencontrer avec 48 ou 50 ans. Mais bientôt, le voyageur parisien est choqué d'un certain air de contentement de soi et de suffisance
mêlé à je ne sais quoi de borné et de peu inventif. On sent enfin que le talent de cet homme-là se borne à se faire payer bien exactement ce qu'on lui doit et à payer lui-même le plus tard possible quand il doit. Tel est le maire de Verrières, monsieur de Rênal. Après avoir traversé la rue d'un pas grave, il entre à la mairie et disparaît aux yeux du voyageur. Mais 100 pas plus haut, si celui-ci continue sa promenade, il aperçoit une maison d'assez belle apparence et, à travers une grille de fer attenant à la maison, des jardins magnifiques. Au-delà, c'est une ligne d'horizon formée par les collines de la Bourgogne et qui semble faite à souhait pour le plaisir des yeux. Cette vue fait oublier au voyageur l'atmosphère empestée des petits intérêts d'argent dont il a commencé à être asphyxié. On lui apprend que cette maison appartient à monsieur de Rênal. C'est au bénéfice qu'il a fait sur sa grande fabrique de clous que le maire de Verrières doit cette belle habitation en pierre de taille qu'il achève en ce moment. Sa famille, dit-on, est espagnole, antique, et à ce qu'on prétend, établie dans le pays bien avant la conquête de Louis XIV. Depuis 1815, il rougit d'être industriel. 1815 l'a fait maire de Verrières. Les murs en terrasse qui soutiennent les diverses parties de ce magnifique jardin, qui d'étage en étage descend jusqu'au Doubs, sont aussi la récompense de la science de M. de Rênal dans le commerce du fer. Ne vous attendez point à trouver en France ces jardins pittoresques qui entourent les villes manufacturières de l'Allemagne, Leipzig, Francfort, Nuremberg, etc. En Franche-Comté, plus on bâtit de murs, plus on hérisse sa propriété de pierres rangées les unes au-dessus des autres, plus on acquiert de droits au respect de ses voisins. Les jardins de M. de Rênal, remplis de murs, sont encore admirés parce qu'il a acheté, au poids de l'or, certains petits morceaux de terrain qu'il occupe. Par exemple, cette scie à bois, dont la position singulière sur la rive du Doubs vous a frappé en entrant à Verrières, et où vous avez remarqué le nom de Sorel, écrit en caractères gigantesques sur une planche qui domine le toit. Elle occupait, il y a 6 ans, l'espace sur lequel on élève en ce moment le mur de la 4e terrasse des jardins de Monsieur de Rênal. Malgré sa fierté, monsieur le maire a dû faire bien des démarches auprès du vieux Sorel, paysan dur et entêté. Il a dû lui compter de beaux louis d'or pour obtenir qu'il transportât son usine ailleurs. Quant au ruisseau public qui faisait aller la scie, monsieur de Rênal, au moyen du crédit dont il jouit à Paris, a obtenu qu'il fût détourné. Cette grâce lui vint après les élections de 1820. Il a donné à Sorel 4 arpents pour un, à 500 pas plus bas sur les bords du Doubs. Et quoique cette position fût beaucoup plus avantageuse pour son commerce de planches de sapin, le père Sorel, comme on l'appelle depuis qu'il est riche, a eu le secret d'obtenir de l'impatience et de la manie de propriétaire qui animait son voisin une somme de 6 000 francs. Il est vrai que cet arrangement a été critiqué par les bonnes têtes de l'endroit. Une fois, c'était un jour de dimanche, il y a 4 ans de cela, Monsieur de Rênal, revenant de l'église en costume de maire, vit de loin le vieux Sorel, entouré de ses 3 fils, sourire en le regardant. Ce sourire a porté un jour fatal dans l'âme de monsieur le maire. Il pense depuis lors qu'il eût pu obtenir l'échange à meilleur marché. Pour arriver à la considération publique à Verrières, l'essentiel est de ne pas adopter, tout en bâtissant beaucoup de murs, quelques plans apportés d'Italie par ces maçons qui au printemps traversent les gorges du Jura pour gagner Paris. Une telle innovation vaudrait à l'imprudent bâtisseur une éternelle réputation de mauvaise tête. Et il serait à jamais perdu auprès des gens sages et modérés qui distribuent la considération en Franche-Comté. Dans le fait, ces gens sages y exercent le plus ennuyeux despotisme. C'est à cause de ce vilain mot que le séjour des petites villes est insupportable pour qui a vécu dans cette grande république qu'on appelle Paris. La tyrannie de l'opinion, et quelle opinion, est aussi bête dans les petites villes de France qu'aux États-Unis d'Amérique. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire vos valises pour aller à Verrières ?
L'objectif de ce premier chapitre, c'est de vous donner envie d'aller plus loin dans le livre, malgré ses 600 pages qui en font un vrai pavé, et il a la même fonction que le teaser, c'est-à-dire la bande-annonce d'un film. Et je vais essayer de vous le démontrer. Le début d'un roman en analyse littéraire, ça s'appelle un incipit. C'est un mot latin, repris tel quel en français, et qui signifie « il commence ». Ça vient du verbe incipere, qui signifie « commencer », tout simplement. L'incipit, parce que c'est le début du texte, c'est votre premier contact avec l'univers du roman. Donc, si les premières pages ne sont pas intéressantes, on le mettra de côté et on s'en servira pour caler une porte, clairement. Mais alors, comment Stendhal s'y est-il pris pour donner envie à des milliers de gens de continuer à lire son bouquin? Oui, des milliers, et certainement même des millions de gens. Revenons sur la façon dont ce premier chapitre est construit. Le narrateur, la petite voix qui nous dit « vous », nous propose d'abord un petit panorama pittoresque qui, selon moi, est digne du guide du routard. La Franche-Comté, regardez, c'est joli, c'est vallonné, il y a des montagnes par là-bas, il y a la petite ville de Verrières, qui est communément désignée d'ailleurs comme la plus jolie de toutes les petites villes de Franche-Comté. Elle est spécialisée dans la fabrique des planches de sapin, normal, puisqu'on n'est pas loin des monts Jura. Et puis elle est aussi spécialisée dans la fabrique de toiles et dans la fabrique de clous, ce qui fait que c'est une ville qui prospère. Bon, merci cher narrateur, mais enfin c'est peut-être pas ce qui va me motiver à continuer à lire parce que, personnellement, je sais pas vous, mais je ne suis pas particulièrement passionnée par l'histoire des petites industries locales du fin fond de la Franche-Comté. Mais regardez, à partir du moment où le narrateur parle de la fabrique de clous, il glisse vers un autre sujet. Tiens, regardez, c'est monsieur le maire. D'ailleurs, vous savez pas ce qu'il a fait? Il a obligé le père Sorel à déplacer sa fabrique de planches de bois. Il a détourné un ruisseau public à des fins personnelles en utilisant ses relations à Paris pour pouvoir alimenter son jardin en eau. Pour faire ce jardin, vous savez pas quoi? Il n'a pas réussi à acheter un terrain à bas prix. Et puis, depuis, il pense qu'il s'est fait avoir et qu'il s'est fait arnaquer par le père Sorel. Et voilà, exit le côté touristique, et bonjour les racontards, bonjour la description des petites guéguerres de locaux. Et moi, j'ai envie de rire de ces personnages. Il est bien bourgeois et bien près de ses sous, ce monsieur de Rênal, avec ce père Sorel là qui est un peu sournois et qui le fait bien tourner en bourrique. Et on sent qu'il y a une atmosphère propice à la critique dans cette petite ville de Verrières, qui fait que monsieur de Rênal essaie de se donner de l'importance en disant que sa famille est implantée à Verrières depuis 2 siècles, avant Louis XIV, s'il vous plaît. Et peut-être avez-vous remarqué aussi que dans ma lecture, j'ai insisté sur certains mots et certaines expressions, comme « mauvaise tête » ou bien « public » en parlant du ruisseau. Eh bien, c'est parce qu'ils sont en italique dans le texte. C'est bien pour quelque chose, non ? Souvent, les italiques, chez Stendhal, sont une façon de donner l'impression qu'il reprend des mots des personnages ou de leur univers. Alors Stendhal aurait pu les mettre entre guillemets, tout simplement, pour faire du discours direct, mais c'est une spécificité du style de Stendhal. Cela permet, en outre, de créer un univers sonore. Plus loin dans le roman, on entendra d'ailleurs les personnages parler, ce qui n'est pas le cas dans ce chapitre, mais on entendra aussi d'autres personnages à travers ces fameux mots en italique. Ça s'appelle la polyphonie de l'énonciation. Voilà de quoi attiser un peu notre curiosité, parce qu'on sent qu'il va se passer des sacrées choses. Et ça promet une belle petite pièce de boulevard, tout ça. Mais Stendhal a décidé de ne pas nous laisser juste regarder ce que son narrateur nous raconte et nous présente. Il fait de nous son meilleur allié. Le narrateur fait de nous un voyageur. Au début, au lieu de nous dire « vous, chers lecteurs et lectrices », il parle de nous à la 3e personne. Il faut le faire quand même. Si moi je m'adresse à vous à la 3e personne du singulier, vous allez trouver ça un peu bizarre. Le voyageur, nous dit le narrateur, pourrait demander à qui appartient cette fabrique de clous qui fait un bruit insupportable dans la ville de Verrières. Et en fait là, on est engagé, malgré nous, dans la lecture, parce que le voyageur, c'est nous, qu'on le veuille ou non, puisqu'on a ouvert le livre, c'est trop tard. Et notre regard glisse malgré nous
des montagnes à la ville, de la ville au personnage du maire à la Syrie, de la Syrie au jardin, etc. Et pour moi, l'effet est carrément cinématographique. Puisque c'est comme si on regardait à travers une caméra, et que la caméra, c'était pas nous qui la bougions. Le narrateur nous décrit un lieu géographique qui a l'air réel, qui s'inspire d'ailleurs de la réalité, et en plus, il nous décrit un personnage, ses relations, va au fond de ses pensées, en expliquant ses intentions, ses projets et même ses peurs. Bien sûr, je parle de Monsieur de Rênal, le maire de Verrières. Mais il pourrait nous en dire bien plus, on le sent. Il est bien marié, cet homme-là. Qui est sa femme, Madame de Rênal ? Il est en train de construire une maison. Mais pourquoi donc ? Narrateur qui critique aussi vertement ceux qui comptent faire la loi dans cette petite ville, puisqu'il dit « Dans cette petite ville de Verrières, il ne faut pas s'attendre à trouver un joli jardin comme dans les villes allemandes. » Non, eux là, à Verrières, ils savent pas faire de jolis jardins. Leurs jardins sont entourés de murs. Décidément, ces gens sont vraiment attachés à la propriété terrienne. Mon jardin, c'est mon jardin, je l'entoure de murs pour bien dire que c'est à moi. Et puis, nous dit le narrateur, visiblement, les gens de Verrières se mêlent de tout. Et à la fin du chapitre, il nous dit « Vous, les Parisiens, vous les supporteriez pas, ces gens de province ?» Moi, je pense que c'est quand même une sacrée entrée en matière pour un roman de 600 pages. 600 pages comme ça, est-ce qu'on a vraiment envie de les lire ? Est-ce que ça nous décourage ? À vous de me le dire. Attention, quand je dis que cet incipit a une dimension cinématographique, ne croyez pas que Stendhal ait eu une carte UGC ou Kinépolis et qu'il ait eu l'habitude d'aller au Cinoche en mangeant des pop-corn. Cela reviendrait à faire un anachronisme, c'est-à-dire à déplacer une réalité qui appartient à une époque donnée dans une autre époque qui n'a rien à voir. En l'occurrence, cela reviendrait à déplacer le fait que le cinéma soit très répandu aujourd'hui, dans une autre époque, le 19e siècle. Par contre, le cinéma existe déjà et Stendhal a vu de son vivant des films courts, en noir et blanc et muets. Ce premier chapitre, c'est donc une toile de fond. C'est ce qui met en place le décor sur lequel va se détacher un personnage en particulier. Vous l'avez peut-être entendu quelque part. Un roman est un miroir qu'on promène le long d'un chemin. Et c'est Stendhal qui dit ça, dans Le Rouge et le Noir, justement. C'est ce qu'on appelle le réalisme, qui est un courant littéraire et artistique, donc qui dépasse la littérature et qu'on retrouve par exemple également dans l'art de la statuaire, donc l'art qui consiste à faire des statues, ou dans les œuvres picturales, c'est-à-dire dans la peinture. Ce courant littéraire arrive à son apogée, c'est-à-dire qu'il est très représenté et très apprécié au XIXe siècle en France. Jean Prévost, qui était un critique littéraire et qui a été résistant et qui d'ailleurs est décédé dans la résistance dans le massif du Vercors pendant la Deuxième Guerre mondiale, Jean Prévost considère, avec un enthousiasme fou, que personne n'est jamais allé aussi loin que Stendhal dans le réalisme. Et ça, il l'écrit dans la préface qu'il écrit pour Le Rouge et le Noir, dans l'édition que j'ai et qui a été publiée chez Folio. Vous n'avez pas l'impression que Monsieur de Rênal est hyper crédible comme personnage bien bourgeois ? Vous n'avez pas l'impression que le père Sorel ressemble à l'un de vos voisins ? Et puis, Verrières correspond à ce que pourrait être une petite ville de Franche-Comté. Les petites guéguerres entre locaux, ce que j'appelle comme ça depuis tout à l'heure, c'est assez représentatif de ce qu'on pourrait vivre aussi autre part. Mais pour d'autres raisons, pas pour une question de propriété terrienne. Chers amis ergolecteurs, sachez qu'en glissant d'un endroit à l'autre, d'un personnage à l'autre, vous ne le savez pas encore, mais je vais vous le dire, vous avez loupé un sacré détail. Et ouais, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu parce que le narrateur n'a pas voulu que vous le voyiez. Et derrière, bien sûr, Stendhal n'a pas voulu vous le montrer tout de suite. Je vais, vous spoiler, vous divulgacher un petit peu les choses, mais c'est peut-être pour le mieux. Le personnage principal de ce roman, c'est pas Monsieur de Rênal du tout. Le personnage principal de ce roman est dans ce premier chapitre. Mais vous ne le comprendrez que plus tard parce qu'il n'est pas nommé.
Ce personnage, en fait, c'est l'un des 3 fils du père Sorel, et c'est Julien Sorel, donc. Mais pourquoi est-ce que le personnage principal n'est pas le sujet du premier chapitre ? C'est quoi ce projet de Stendhal-là, à part nous faire lire son gros bouquin, ce qui est déjà un sacré projet ? Et puis pourquoi d'ailleurs ça s'appelle Le Rouge et le Noir ? Patience. Je peux simplement vous dire que ce personnage principal, auquel vous n'avez pas eu le temps de prêter attention, Julien Sorel, c'est la clé de tout. Et vous allez suivre d'ailleurs l'évolution de ce personnage-là jusqu'à la fin. Alors avant de vous laisser vous plonger dans le roman, je voulais faire un petit point. Parce que durant la quasi-totalité de mes études, j'ai prononcé non pas Stendhal, mais Stendhal. Et peut-être que vous-même vous avez été surpris par cette prononciation. J'ai toujours entendu mes professeurs dire Stendhal, alors que Henri Beyle, il avait choisi de prononcer son pseudo comme Stendhal. Pour quelle raison ? C'est pour rappeler le mot scandale. Parce que notre ami Henri, il voulait écrire des œuvres scandaleuses en fait. Et c'est ce qu'il a écrit dans une lettre à un de ses amis. Il lui dit « Je vais vous stendhaliser ». C'est le critique Yves Ancel, dans son introduction aux œuvres romanesques complètes de Stendhal, qui rappelle que cette prononciation de Stendhal est attestée. Et notre ami Henri, il a trouvé pas mal de façons de nous scandaliser en effet. Je vous donne un exemple qui concerne le roman qui nous occupe aujourd'hui. Pour créer le personnage de Julien Sorel, Stendhal aurait rapproché 2 affaires criminelles de son temps. La première a eu lieu en 1827, donc Le Rouge et le Noir a été publié en 1830. D'ailleurs, le sous-titre du Rouge et le Noir, c'est Chronique de 1830. Donc, la première affaire criminelle a lieu 3 ans avant cette publication, en 1827, et elle est racontée à l'époque dans le journal La Gazette des Communes. Un jeune homme a été guillotiné, donc il a été décapité, pour avoir assassiné son amante, après être devenu précepteur, c'est-à-dire prof particulier à domicile, de ses enfants. Donc il a tué la femme qu'il aimait, cette femme c'était son employeur, qui en plus l'employait pour s'occuper de ses 2 enfants à elle. La seconde affaire, c'est Stendhal lui-même qui la relate dans un ouvrage qu'il écrit et qui s'appelle « Les promenades de Rome ». Alors c'est un fait divers, ça aussi c'est paru dans les journaux. Un jeune homme a tiré 2 coups de pistolet sur son amante, donc c'est extrêmement sanglant, extrêmement violent. Mais rassurez-vous, Stendhal s'est aussi inspiré de sa propre vie, une vie qu'on considère comme assez romanesque d'ailleurs. Je vous ai dit tout ça, mais est-ce que ça veut dire que Le Rouge et le Noir, c'est un roman gore ? Est-ce que le rouge dans Le Rouge et le Noir, c'est une référence au sang ? Quels sont les scandales qu'il y a dans ce roman ? Moi je le sais, mais vous, peut-être pas, et je vais vous laisser le découvrir. Je vous dirai juste que Julien Sorel ne supporte pas son père, ne supporte pas la province alors qu'il vient de province, ne supporte pas de devoir être accroché à ses sous, et qu'il est absolument fan de Napoléon. Il adore lire et il passe son temps à faire ça. Je vous laisse donc en compagnie des habitants de Verrières et vous me direz si vous avez eu envie de lire le chapitre suivant. Le premier chapitre se trouve en description, en version adaptée à la dyslexie, et puis vous avez un petit coup de pouce vocabulaire également, ainsi qu'un accès au texte intégral sur Wikisource. Je vous recommande, si vous le souhaitez, un super podcast qui a été publié sur France Culture pour les élèves qui passaient leur bac en 2020 après le grand confinement à cause du Covid. Honnêtement, que vous soyez lycéen ou pas, allez l'écouter, il est très bien fait. Et puis en prime, vous pourrez y entendre une lecture intégrale des chapitres 8 et 9 du Rouge et le Noir, sans avoir à ouvrir un livre, s'il vous plaît, si jamais vous aviez la flemme de le faire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper le prochain épisode. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Ergo Lego.